Amol is given a Meise, die Meise is gar nicht freilich, die Meise hebt sich ohne. Strasbourg, et qui va nous parler de destins qui ont été obligés par la guerre, des destins changés par la guerre, dans une démarche artistique, vous allez voir les tableaux qu'elle fait, et qui rappellent le souvenir, qui permettent à ces gens de vivre un petit peu et de rester parmi nous, par leur présence et par notre souvenir. Moi, je suis psychiatre, ça c'est ma profession, et l'autre partie de ma vie, je suis artiste. Et donc je peins et je monte des expositions sur la mémoire de la Shoah, mais la mémoire aussi des autres génocides. Et tout à l'heure vous parliez de qu'est-ce qui entretient la mémoire. Ben, je pense malheureusement que l'homme continue et que c'est aussi quelque chose qui entretient la mémoire, c'est quand on assiste aujourd'hui encore à des génocides, et ben on est obligé de se rappeler la mémoire de la Shoah aussi, qui a été... à l'époque, on a pensé plus jamais ça, et c'est quelque chose qui se prolonge et qui continue aujourd'hui, et qui nous oblige à garder en mémoire ce dont l'homme a été capable au moment de la Shoah. À travers les portraits, ça me permet de raconter l'histoire de ceux dont j'ai peint les portraits. Je pense que vous avez tous vu que dans mes toiles, il y a des numéros. Donc, je travaille toujours de la même façon. Les toiles, c'est des toiles recouvertes de béton. Le béton, pour moi, ça renvoie à une stèle, comme une tombe. L'idée, c'est que la mémoire d'un homme renvoie à la mémoire de tous les autres. Donc là, c'est une espèce de stèle pour tous ceux qui ont disparu. J'ai toujours les numéros et les visages. Pour moi, l'humain, c'est le visage, c'est le regard, c'est le sourire, c'est la force, la présence. Et les numéros, c'est la barbarie. Dans les camps, on numérotait, on mettait des matricules. Quand on parle de barbarie, quand on parle, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec la Shoah, mais quand on parle d'un attentat par exemple, on va dire il y a eu 3 morts, ou il y a eu 100 morts, ou il y a eu 150 morts, comme si la valeur d'un événement était liée au nombre de morts. Pour moi, la valeur d'un événement est liée à 1 mort, 2 morts, 3 morts, c'est pareil. Dans chaque cas, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est un individu avec son histoire propre, son individualité, sa richesse. Et donc, c'est important pour moi de dire que quand on parle de nombre, c'est pour ça que je dis moi et les chiffres, ça fait 2, enfin, par rapport à l'histoire, c'est que quand on parle de nombre, on efface le fait que ce soit la richesse individuelle. Et donc c'est pour ça que pour moi, les numéros, c'est important. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de 2 destins d'enfants cachés, 2 enfants cachés différents. Le premier, c'est celui de Claude Ampel, dont je vais vous parler maintenant, qui vivait en Pologne. Donc Claude Ampel, c'est le monsieur qui est peint là. C'est quelqu'un qui est décédé il y a 1 an. C'était le plus jeune rescapé du ghetto de Varsovie. Alors il faut savoir qu'en Pologne, dans les années 40, en 1940, il y avait énormément de juifs. La ville de Varsovie était la ville le plus peuplée de juifs de toute l'Europe. 35% de la population de Varsovie était juive. Claude n'était pas encore né, hein, Claude Ampel. Sa maman s'appelait Tola. C'était une famille de petits bourgeois qui vivaient à Varsovie. En 40, s'est créé le ghetto de Varsovie. Alors juste avant le ghetto de Varsovie, je vous l'ai ramené pour vous le montrer. Les juifs ont eu des mesures comme en France et ont dû porter des brassards marqués juifs dessus. Et une fois dans le ghetto, enfin je vous le montre pour le... Voilà. Et une fois dans le ghetto, ils ont dû porter comme ça des brassards, tous les juifs, marqués ghetto. Donc la famille de Claude, il y avait sa grand-mère, sa mère, le frère de sa mère, la sœur de sa mère. Tous ont dû quitter leur logement à l'extérieur du ghetto. Le ghetto a été créé, ils ont dû habiter dans une habitation tout à fait misérable, comme tous les juifs ont dû habiter dans des conditions tout à fait misérables dans le ghetto de Varsovie. Et dans le ghetto de Varsovie, régulièrement, tous les quelques jours, il y avait des rafles de juifs, et ces juifs étaient raflés, étaient envoyés à Treblinka, donc dans des camps d'extermination. La mère de Claude Ampel, donc sa maman Tola, travaillait à l'extérieur du ghetto. Elle avait un Ausweis, c'est-à-dire un passeport, enfin un droit de sortie, on va dire, un laissez-passer, voilà, qui lui permettait de quitter le ghetto et d'aller travailler comme couturière à l'extérieur. Pendant qu'elle travaillait à l'extérieur,
son père, son frère et sa sœur ont été raflés. Donc elle est restée seule avec sa mère. Et puis, pendant qu'elle était au travail, quelques temps après, en janvier 1943, sa mère est déportée. Et 15 jours plus tard, c'est elle qui est arrêtée. Donc Tola est arrêtée. Elle arrive, et c'est pour vous dire que en Pologne, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Antoine qui l'a dit, il y avait beaucoup de justes. Elle a eu la chance, elle est arrivée au niveau de la gare. Au niveau de la gare, elle a dû rentrer dans un train, elle partait pour Majdanek, un autre camp. Et un ouvrier des chemins de fer, un employé des chemins de fer, l'a attrapée par le bras et l'a rangée dans une petite pièce pour la protéger, pour lui éviter de partir en déportation. Le lendemain, il est venu la chercher et il lui a dit « J'en ai parlé à ma femme cette nuit et je lui ai dit qu'une jeune femme aussi belle et aussi jeune, c'était pas possible de la laisser partir. Ces salauds de nazis voulaient l'emmener et il n'est pas question qu'on laisse faire ça. » Donc lui et sa femme ont pris Tola, l'ont emmené chez des cousins à eux à l'extérieur de Varsovie, la famille Michalski, qui plus tard sera nommée juste parmi les nations, et ont demandé qu'ils cachent cette jeune femme Tola. Donc ils l'ont cachée et il faut savoir le risque qu'ils ont pris parce que devant leur maison, il y avait une autre maison qui avait été réquisitionnée par les SS. Donc en fait, il y avait devant la maison les SS et ces gens-là qui gardaient, catholiques, qui gardaient la famille, Tola. Quelques temps après, il s'est avéré que Tola était enceinte. Et la famille Michalski a dit c'est pas possible, on peut pas garder cet enfant quand il va naître avec les SS devant, c'est trop risqué. On va faire un trou dans le jardin, on va enterrer cet enfant quand il naîtra et on va l'enterrer pour le faire disparaître. Alors Tola n'était pas d'accord, elle a pleuré, elle a insisté pour qu'on le garde et la famille Michalski, comme elle était très croyante, elle s'est dit on peut pas faire ça. Donc ils ont laissé accoucher Tola. Et à partir de là, pendant 2 ans, Tola et son bébé ont été cachés dans une cave. Et le bébé n'a jamais pleuré. Il n'a pas pleuré à la naissance, il n'a jamais vu le jour. Et donc Claude, qui s'appelait à l'époque Casimirs, donc c'était le prénom qu'il avait, il n'a pas vu la lumière du jour, donc il n'a pas grandi, très peu grandi, il n'a pas pu marcher. Et il est resté 2 ans dans cette cave. Donc il faut imaginer sans crier pendant 2 ans un bébé. Par instinct de survie. Enfin, on peut se dire que c'était quelque chose de ce registre-là. 2 ans après, c'est la fin de la guerre. Et cette femme, Tola, se retrouve toute seule avec son... Alors, il faut aussi savoir qu'elle a accouché toute seule, elle a coupé son cordon ombilical toute seule, elle a géré l'accouchement toute seule. Hein. Et donc 2 ans après, c'est la fin de la guerre, elle n'a rien, elle n'a plus rien, tout le monde est mort. Et elle est hébergée par un monsieur qui reste tout seul, qui s'appelle Monsieur Ampel, qui reste tout seul, qui a perdu sa femme et ses enfants dans la déportation. Et donc ce monsieur Ampel va épouser cette femme, enfin ils vont vivre ensemble, il l'épousera, il adoptera Claude, qui s'appellera Claude Ampel, de son nom qu'il porte en France. Donc ils étaient en Pologne à l'époque, et puis finalement ils sont attirés par la France, pays de liberté, égalité, fraternité, et ils arrivent en France. Et son papa, adoptif, enfin son père, décide de travailler dans un journal yiddish. Donc il faut savoir que quand en Pologne, par la Shoah, les Juifs qui vivaient à l'époque dans le ghetto de Varsovie parlaient yiddish. Et avec la Shoah, le yiddish était en perte complètement d'existence. Et donc le papa a retravaillé dans un journal qui s'appelait Die Unserstein. Et il a proposé à son fils Claude de rentrer et d'être typographe. Donc il est rentré là-dedans. Quelques années plus tard, il y a eu un autre journal qui s'appelait Unser Wort, et après il n'y a plus de journaux. Et dans les années 60, Claude Ampel s'est mis à la musique, il a fait partie d'un orchestre de rock, je vous ai juste ramené pour vous montrer. Il était batteur dans ce groupe. Le groupe il s'appelait Landkris et les Dalton. Et c'est symbolique, mais je trouve que c'est assez fort comme histoire qu'il fasse de la musique alors qu'il était silencieux pendant 2 ans. Je trouve que, bon, moi je suis psychiatre, mais ça me parle, quoi. Je me dis que quand on parle de résilience, ça renvoie quand même au concept de résilience, de quelqu'un qui arrive à prendre le dessus et qui finit par faire de la musique. Et Claude Ampel s'est battu toute sa vie, et c'est ça que je trouve important. En fait, toute sa vie, il s'est battu pour la mémoire, il s'est battu pour le yiddish, cette langue qui allait se perdre. Et donc il a créé le dernier journal juif en yiddish d'Europe,
qui paraît à Paris. C'est lui qui l'a créé, il s'est battu pour ça, il s'est battu pour la mémoire aussi, bon il a créé une émission de radio en yiddish, il s'est battu pour la mémoire au niveau d'un certain nombre de manifestations à Paris, il était le responsable de la mémoire à Paris, et pour moi c'est important, je l'ai rencontré plusieurs fois, et c'est important pour moi aujourd'hui de vous parler de lui, parce que je trouve que sa vie, c'est la puissance de la vie sur la mort, c'est-à-dire le fait que ce bébé ait pu naître dans les pires conditions et qu'il ait pu grandir et qu'il ait pu se battre après pour la mémoire, c'est vraiment un symbole de vie. Alors lui, il disait deux choses, je vais juste reprendre deux paroles pour clôturer en fait son histoire. Il dit « Je suis l'enfant du silence, de l'angoisse au quotidien, dans le ventre de ma mère, et à ma naissance, j'ai été frappé 2 fois d'une condamnation à mort. La première, c'est il aurait été dans le train, et la deuxième, quand il a échappé à la mort, qu'on a voulu l'enterrer dans le jardin et qu'il a échappé à la mort. » Gebrochen, das Fegele von Nest entlaufen. Julin käm ein Fegele, Julin käm ein Kind, hab angewohnt als Liebe, wer ist mir